Bien, nouvelle vidéo concernant les étudiants des groupes de PC. Donc là, cette vidéo, c'est la suite de la leçon C6L2 qui portait sur la description des molécules organiques et plus précisément dans cette leçon, on parlait de la notion d'isomérie et on était arrivé au paragraphe où on traitait de la stéréoisomérie de configuration. Donc on aura des molécules stéréoisomères de configuration à condition qu'elles aient la même formule brute, les mêmes représentations planes, mais lorsqu'on s'intéresse aux représentations dans l'espace, crâne ou en perspective par exemple, eh bien on aura alors des dessins différents. On avait rappelé quelques définitions, donc chiralité, énantiomérie, diastéréoisomérie, on les réutilisera pour la fin de la leçon. Là pour le moment, on est arrivé dans un paragraphe un petit peu particulier qui porte sur les règles CIP. Alors chaque année, lorsque on arrive dans ce moment-là du cours, les élèves me disent mais pourquoi est-ce qu'on fait ces règles CIP? À quoi est-ce qu'elles vont nous servir? La réponse, eh bien, elle est ici au tableau. Lorsqu'on essaye d'identifier des stéréoisomères de configuration, on va regarder dans un premier temps le cas des deux molécules que j'ai dessinées ici, des molécules de la famille des alcènes, eh bien, on constate que entre celle de gauche et celle de droite, les positions dans l'espace des fragments méthyle et hydrogène ne sont pas les mêmes. Par conséquent, on dira que les configurations de ces molécules sont différentes. Et pour distinguer ces deux configurations, sans avoir forcément à dessiner des molécules, eh bien, on utilise un outil que vous avez déjà l'habitude d'utiliser, c'est un descripteur stéréochimique, c'est-à-dire un outil donc, qui nous donne la position dans l'espace à partir seulement d'un nom, et en l'occurrence, pour les doubles liaisons, l'outil c'est le descripteur ZE. Donc là, vous avez déjà étudié ça quand vous étiez au lycée. Vous avez peut-être invoqué la taille des groupements ou alors le nombre d'atomes à l'intérieur. Et si on s'intéresse à l'alcène de gauche, les deux fragments les plus importants, disons, sont les fragments méthyle. On voit qu'ils sont tous les deux du même côté de la double liaison carbone-carbone. Par conséquent, l'alcène de gauche, on va l'appeler un alcène de descripteur stéréochimique Z, alors que l'alcène de droite, aura comme descripteur stéréochimique E. Donc vous voyez qu'il est facile de faire des petits mélanges comme ça, des petits amalgames entre les notions de configuration et de descripteur stéréochimique. Et très fréquemment, vous verrez des chimistes qui font une association intime entre les deux. Pour l'exemple du bas, un peu plus nouveau, on traite cette fois d'une molécule carbonée et vous voyez que le carbone central, dans un cas comme dans l'autre, il est relié à 4 fragments tous différents. Par conséquent, c'est un carbone asymétrique qu'on va noter avec un astérisque sur la structure. Et encore une fois, si on analyse la position dans l'espace des fragments substituants entre la molécule de gauche et celle de droite, les fragments CH3 sont au même endroit, l'hydrogène même endroit également. Par contre, on a interverti la position du fluor et du chlore. Par conséquent, ces deux molécules sont des stéréoisomères de configuration. Et encore une fois, pour savoir de quelle molécule on parle, on va utiliser un nouvel outil de description stéréochimique qui sera cette fois l'outil RS. Pour pouvoir déterminer si un carbone asymétrique est de descripteur R ou de descripteur S, eh bien, il faut appliquer les fameuses règles CIP. Ces règles, elles vont nous permettre de donner un classement parmi les différents fragments substituants. Vous voyez qu'un carbone porte 4 substituants et donc on va classer les fragments de 1 à 4. Donc pour la suite de la leçon, il va falloir reprendre le petit polycopier de cours en couleur que je vous aviez récupéré avant la semaine de la sortie. Et on va regarder donc ces règles CIP qu'on appelle assez généralement des règles séquentielles parce que lorsqu'on va chercher à les utiliser, eh bien on va les appliquer les unes après les autres. Si la première règle permet d'avoir le classement de 1 à 4, on s'arrête là. Si jamais on n'y arrive pas, on passera à l'utilisation de la règle numéro 2 et ainsi de suite. Alors, juste en dessous du titre de ce petit document, vous voyez que je vous ai écrit les règles CIP, donc pour Canning-Gold et Prelog, permettent de déterminer les ordres de priorité, c'est ce qu'on vient de voir, pour les groupements liés à un centre stéréogène. Ce terme, vous le trouverez parfois dans les sujets de concours, il n'est pas facile
à deviner, donc apprenez-le, un centre stéréogène, c'est une zone de la molécule qui va être source de stéréoisomérie de configuration. Ça va donc pouvoir être, dans notre cas, des doubles liaisons carbone-carbone ou autre chose comme des doubles liaisons carbone-azote. Ça peut aussi être des carbones asymétriques. Alors la première règle CIP nous dit qu'un atome est prioritaire sur un autre atome si son numéro atomique Z est plus grand. Deux exemples pour illustrer ça, et on va commencer avec la molécule qui comporte un atome de carbone et chacun des 4 atomes d'halogène. Donc cette molécule, eh bien, elle comporte un atome de carbone asymétrique, puisqu'il est relié à 4 fragments tous différents. Et si on devait donner leur ordre d'après CIP, on utiliserait la position dans la classification périodique de ces halogènes en disant que le numéro atomique de l'iode est plus grand que le numéro atomique du brome, lui-même plus grand que le numéro atomique du chlore, lui-même plus grand que le numéro atomique du fluor. Par conséquent, si on doit expliquer l'ordre de priorité selon CIP des substituants de cet atome asymétrique, on peut par exemple présenter de la façon suivante, faire un petit arbre comme ça, chacun des petits embranchements correspond à une des liaisons, un des substituants. Donc je replace ici de façon a priori arbitraire fluor, chlore, iode et brome. Et donc en appliquant la règle de numéro atomique, eh bien, on sait que l'iode sera classé numéro 1, le brome numéro 2, le chlore numéro 3, et le fluor viendra en quatrième. Donc lorsqu'on découvre ces règles et qu'on écrit ce genre d'arbre de ramification, on ne sait a priori pas très bien où on va mettre les différents groupements, mais par la suite, je vous invite à réfléchir avant d'écrire ce genre d'arbre de ramification, de façon à mettre les fragments classés selon CIP du numéro 1 au plus haut vers le numéro 4 au plus bas. Donc, par la suite, en analysant, écrivez les choses de la façon suivante. Le carbone est relié à 4 fragments, l'iode en numéro 1, le brome en 2, le chlore en 3 et le fluor en 4. Une fois qu'on aura ce classement, on verra dans la fin de la leçon comment est-ce qu'on fait pour déterminer si c'est R ou si c'est S. Et pour ça, on aura besoin d'un outil qui est la projection Newman qu'on avait déjà développé au début de la leçon. La deuxième règle CIP, donc on l'applique si la première ne donne pas directement le classement 1, 2, 3, 4, elle nous dit que si il y a une chaîne d'atomes liés chimiquement au centre stéréogène, on procède alors par rang successif. Juste en dessous, je vous ai défini en vert ce qu'on appelle le rang. Eh bien, il s'agit du nombre de liaisons chimiques qui vont séparer un atome donné du centre stéréogène en question. Pour illustrer cet exemple, cette règle numéro 2, deux exemples avec la molécule de butane 2-ol et d'hexane 3-ol. Alors le butane 2-ol, on aura une chaîne carbonée à 4 chaînons, c'est un dérivé du butane. Et sur le carbone numéro 2, un groupement hydroxyle qui va du coup donner, en étant relié au carbone, la fonction alcool. On va représenter ici également le fait que le carbone lié au groupe hydroxyle est aussi relié à un atome d'hydrogène. Du coup, si on essaye d'analyser ce carbone, eh bien sur la gauche, il a un méthyle, un hydroxyle en haut, un hydrogène, et à droite, un fragment éthyle. Les 4 substituants sont différents, par conséquent, il est asymétrique. Et pour pouvoir localiser les différents groupements, eh bien, on peut numéroter la chaîne carbonée. Ce que je vous conseille de faire pour avoir une notation univoque, eh bien, c'est de numéroter comme pour la nomenclature systématique. Donc l'idée ici, c'est de classer les substituants du carbone asymétrique, qui est le carbone C2. On place notre petit arbre de ramification et on va essayer de réfléchir un petit peu avant d'écrire. Sur le carbone C2, d'après la règle numéro 1, l'atome le plus prioritaire, ce sera l'oxygène du fragment hydroxyle, puisque c'est lui qui a le numéro atomique le plus élevé. Au contraire, l'atome le moins prioritaire,
ce sera l'hydrogène. Numéro atomique 1, il va être très souvent classé numéro 4. Et on constate qu'il y a sur la gauche un carbone, le C3, et un autre carbone à droite, le C3. Le C1 et le C3. Donc on met en haut l'oxygène de l'hydroxyle, tout en bas l'hydrogène, et pour C1 et C3, on ne sait pas trop. Donc je vais les placer sans idée a priori. Et là vous voyez que, problème, on a deux atomes de carbone, même numéro atomique. Donc lorsqu'on analyse les substituants directement liés au centre stéréogène, on n'est pas capable de trancher sur quels sont les groupements numéro 2 et 3. Dans ces cas-là, règle numéro 2, on procède au rang n plus 1. Donc ce qu'on va faire, c'est regarder, pour le carbone C1, les trois fragments auxquels il est relié. La quatrième liaison, évidemment, c'est celle avec le carbone asymétrique C2. Même chose pour C3. Et, comme je vous l'avais dit, on essaye de réfléchir. Donc pour le carbone C1, il n'y a que des hydrogènes. On va donc mettre des H. Et pour le carbone C3, eh bien, il est relié d'abord au carbone C4, puis à deux hydrogènes qui sont non représentés ici en topologique. Donc lorsqu'on fait cet arbre de ramification, on met carbone en haut, hydrogène et hydrogène. Donc si on essaye de reprendre les notations qui sont mentionnées dans la règle 2, la première colonne ici, c'est ce qu'on va appeler le rang 1. Le deuxième enchaînement de ramification, ce sera le rang 2. Pour savoir quel est l'embranchement le plus prioritaire, eh bien, on va faire se confronter le fragment de priorité 1 selon CIP de l'embranchement du haut avec le fragment de priorité 1 selon CIP de l'embranchement du bas. Donc là, ici, on fait une espèce d'affrontement entre le numéro atomique d'un hydrogène contre le numéro atomique d'un carbone. Évidemment, le carbone a un numéro atomique plus grand, donc en vertu de la règle numéro 1, l'embranchement correspondant au carbone C3 sera prioritaire sur l'embranchement correspondant au carbone C1. Du coup, si on conclut sur l'ordre de priorité CIP, l'oxygène sera numéro 1, le carbone C3 numéro 2, le carbone C1 numéro 3 et l'hydrogène numéro 4. Concernant l'autre exemple avec lequel on va travailler pour illustrer cette règle numéro 2, l'hexane 3-ol. Alors l'hexane 3-ol, c'est un dérivé de l'hexane à 6 atomes de carbone. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On recompte son nombre d'atomes de carbone pour être sûr d'avoir la bonne longueur. Sur le carbone numéro 3, donc pour pouvoir le localiser, on va commencer par numéroter la chaîne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc sur le carbone numéro 3 se trouve un fragment hydroxyle qui va donner donc une fonction alcool. Et bien sûr, même s'il n'est pas représenté en topologique, ici je vais l'ajouter pour plus de clarté, il y a également sur le carbone numéro 3 un hydrogène. Du coup, ce carbone numéro 3, il est lié à un hydrogène, à un hydroxyle, sur la gauche un fragment éthyle, et sur la droite un fragment propyle. Les quatre substituants sont donc tous différents, le carbone 3 est asymétrique. Et on va donc maintenant déterminer l'ordre de priorité selon CIP de ces différents substituants. Encore une fois, on procède en réfléchissant un petit peu et on se dit que le plus prioritaire, ce sera l'oxygène de l'hydroxyle. C'est celui qui a le numéro atomique le plus élevé. L'hydrogène, lui, eh bien, il va être le moins prioritaire, numéro atomique le plus faible. Entre les carbones C2 et C4, eh bien, ces deux carbones, on ne sait a priori pas trop les distinguer, donc on va les mettre sans trop savoir pour l'instant. Et puisque au rang 1, nous avons une indétermination entre C2 et C4, on va pousser l'analyse jusqu'au rang 2 en regardant quels sont les fragments liés au carbone C2 d'une part et au carbone C4 d'autre part. Alors le carbone C2, il est ici, il va être relié à un carbone C1 et à deux atomes d'hydrogène.
Pour le groupement carbone 4, il est relié au carbone 5 et à 2 atomes d'hydrogène. Et ensuite, eh bien, on fait s'affronter le numéro 1 de l'embranchement du haut avec le numéro 1 de l'embranchement du bas. On a un carbone, le C1, face au carbone C4. Les numéros atomiques sont identiques, indétermination. On regarde le deuxième plus prioritaire de l'embranchement du haut, un hydrogène Z égale 1, face à un autre hydrogène Z égale 1. Encore une fois, indétermination. Pour le numéro 3, un hydrogène, encore une fois, pour l'embranchement du haut, même chose pour l'embranchement du bas. Donc ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'ici, au rang numéro 2, eh bien, il y a encore une indétermination. Il va donc falloir pousser le raisonnement jusqu'au rang numéro 3. Alors, le carbone C1, il est ici, c'est un carbone méthyle, donc il est relié à 3 hydrogènes. Le carbone C4, il est relié... Pardon, j'ai fait une erreur ici, j'ai mis C4, c'était pas C4, c'est le carbone C5. Ce carbone C5, lui, il va être relié au carbone C6 et à 2 hydrogènes. Et là, lorsqu'on fait s'affronter le premier selon CIP de l'embranchement du haut au premier selon CIP de l'embranchement du bas, on a un hydrogène contre un carbone, l'indétermination est alors levée et on peut donner l'ordre final d'après CIP. L'oxygène est numéro 1, l'hydrogène numéro 4, carbone 6, on remonte et on revient donc jusqu'au carbone 4, il va être classé numéro 2, et enfin le carbone C2 sera classé numéro 3. Donc, concernant ces atomes de carbone asymétriques, pour l'instant, lorsqu'on est en phase d'apprentissage, qu'on découvre ça, je vais vous demander systématiquement d'écrire ces arbres de ramification et vous pouvez même rajouter en dessous de la molécule ce type de schéma en disant que pour le carbone asymétrique C3, eh bien, on aura l'oxygène prioritaire selon CIP sur le carbone C4, lui-même prioritaire sur le carbone C2, lui-même prioritaire sur l'hydrogène. Grâce à cette petite ligne qui découle de l'arbre de ramification, vous pourrez alors justifier, avec en plus la projection Newman, le descripteur stéréochimique R ou S. Donc pour l'instant, ce descripteur R ou S, on n'y est pas encore, on apprend juste à utiliser ces règles. Concernant ce qui suit dans le polycopier, vous voyez que les règles suivantes, je les ai encadrées en bleu parce que elles peuvent être utilisées, mais elles sont quand même beaucoup moins fréquentes. Ça veut dire que si vous avez bien compris les règles numéro 1 et 2, vous allez vous en sortir dans 95% des cas. Bon, pour les cas un petit peu plus subtils, regardons ce qui se passe. Mais en tout cas, si vous maîtrisez ce qu'on a fait jusque-là, c'est déjà très très bien. Alors, la règle suivante nous dit que elle porte sur les doublés non liants. Et un doublé d'électrons non liants, ou alors un électron célibataire, ils vont être traités de la même façon, correspond et considéré comme un atome fictif de numéro atomique nul. Ça veut dire que sur un atome, si vous avez un doublé non liant, eh bien il sera toujours le moins prioritaire selon CIP. Pour illustrer ça, je vous propose de travailler avec la molécule de N-méthylbutane 2-imine. Alors c'est une molécule un petit peu compliquée. On repère à la fin du nom sur la droite le suffixe imine. Alors c'est une fonction chimique que vous n'avez sûrement pas l'habitude de croiser, c'est lorsqu'on a une double liaison carbone-azote. Étant donné qu'on a butane au milieu du nom, ça veut dire que la chaîne carbonée fait 4 atomes de carbone. Donc on commence par dessiner cette chaîne. On a sur le carbone numéro 2, je vais donc les numéroter, 1, 2, 3 et 4. On a sur le carbone numéro 2 la fonction imine, c'est-à-dire la double liaison carbone-azote. Et on nous dit sur la gauche du nom, en préfixe, N-méthyle. Le N représente l'atome d'azote. Et donc là, ça veut dire que le fragment méthyle est positionné sur l'atome d'azote. Il substitue cet atome. Étant donné qu'on ne sait pas trop la configuration de la molécule, ce méthyle, eh bien, on va le représenter de la façon suivante,
avec cette liaison sous forme de zigzag qui correspond à une indétermination. Ça veut dire qu'on ne sait pas si le méthyle est représenté à droite comme je l'ai fait ici, ou si au contraire il est représenté à gauche. Pour compléter la valence de l'atome d'azote, n'oublions pas qu'il y a un doublet non liant. C'est quelque chose qu'on a déjà écrit plusieurs fois lorsqu'on parle, par exemple, de la molécule d'ammoniac, de formule chimique NH3. Donc là, ici, on s'intéresse à l'atome d'azote et on essaye de classer ces deux substituants selon CIP. Alors ces deux substituants, eh bien, c'est d'une part le groupe méthyle, d'autre part le doublet non liant. Puisque la règle nous dit qu'un doublet non liant, c'est un numéro atomique 0, eh bien, il sera classé numéro 2 et le groupe méthyle sera classé numéro 1. Donc si on nous avait donné un descripteur stéréochimique, on aurait pu ensuite savoir si on avait un composé de descripteurs stéréochimiques Z ou alors de descripteur E. Donc ça, c'est une règle qui est déjà beaucoup moins utilisée. Une autre règle qui est aussi, et plutôt une règle un petit peu de second plan, porte sur la présence de double liaison. Alors, concernant les doubles liaisons, on nous dit qu'un atome faisant des liaisons multiples, donc soit des liaisons doubles ou alors des liaisons triples, va être considéré comme lié à un atome réel de numéro atomique Z, et autant d'atomes répliques, ces atomes répliques, on va les noter entre crochets, de même numéro atomique Z. Les atomes répliques sont quant à eux liés à des groupements fantômes de numéros atomiques nuls. Donc là, je vais vous prendre deux exemples pour vous montrer comment CIP propose de décrire les molécules. Et on va commencer par la propanone. Donc la propanone, c'est une molécule de la famille des cétones, comme l'indique le suffixe, et le préfixe propane nous signifie qu'il y a un enchaînement de 3 atomes de carbone dans la chaîne principale. Voici la représentation de Lewis de la molécule de propanone. Si on essaye maintenant d'expliquer la double liaison avec l'aspect proposé par Ken Ingold et Prelog, qu'est-ce qu'on va dire? Eh bien, tout d'abord, concernant les liaisons simples des groupes CH3 et les liaisons carbone-carbone, rien ne change. Là où il va y avoir des différences, c'est entre le carbone et l'oxygène. Étant donné que l'oxygène qui est ici est un atome réel, on va le reproduire sur la droite, et on ne va laisser entre lui et le carbone qu'une liaison simple. Les doublets non liants qui étaient présents initialement sont encore présents. Et si on arrête le dessin ici, vous voyez qu'on a un double problème. Pour le carbone, on a pour l'instant seulement 3 liaisons, il ne respecte pas donc la règle de l'octet. Et même chose pour l'oxygène, seulement 3 paires électroniques autour de lui. Encore une fois, c'est un problème. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord porter notre attention sur l'atome de carbone. Regardons la molécule réelle. Il est ici relié à un carbone à gauche, un carbone à droite. On les retrouve sur l'autre représentation. Il est aussi lié 2 fois à l'atome d'oxygène. La première liaison est représentée ici. La deuxième liaison, où est-ce qu'on va la mettre? Eh bien, sous forme d'une liaison simple, ici. Et cet oxygène n'est pas un oxygène réel, c'est un oxygène réplique, donc on le place entre crochets ou entre parenthèses. En plus, on a dit que les atomes répliques étaient reliés à des groupes fantômes de numéros atomiques nuls. Donc cet oxygène-là va être relié à un groupe fantôme qu'on va noter de la façon suivante. On repère bien donc qu'on a un oxygène qui a 2 liaisons, comme le cas classique d'un oxygène sans charge formelle. Pour la partie haute de la molécule, eh bien, l'oxygène il fait 2 liaisons avec un même atome de carbone. Une des deux est représentée ici, et l'autre va être représentée en utilisant un atome de carbone réplique. Vous voyez que ce carbone réplique ne fait pour l'instant qu'une liaison. Il faut donc, pour assurer sa tétravalence, lui ajouter 3 groupements fantômes de numéros atomiques nuls.
Du coup, si on devait essayer de classer d'après CIP les différents atomes substituants de carbone qui est au centre, eh bien, on aurait pour les deux fragments CH3 exactement le même ordre de priorité, puisqu'ils sont strictement identiques. Si on analyse les fragments oxygénés, eh bien, sur la branche du haut, on a un oxygène, sur la branche du bas, un oxygène également, même nombre atomique. Et lorsqu'on pousse l'analyse au rang n plus 1, on aura un atome fictif face à un atome de carbone réplique, mais de numéro atomique Z quand même, et donc l'embranchement du haut serait prioritaire sur l'embranchement du bas. Le deuxième exemple, eh bien, c'est cette fois avec une triple liaison. On va pour ça considérer la molécule d'éthane-nitrile. Alors l'éthane-nitrile, c'est son nom en nomenclature systématique. C'est un composé qui fait partie de la famille des solvants, comme la propanone juste au-dessus. Son nom plus courant, c'est l'acétonitrile. Concernant le fragment nitrile, eh bien, c'est lorsqu'on a un groupement caractéristique carbone triplement lié à un azote. Et du coup, l'acétonitrile, on note parfois ACN. Sa structure, en semi-développé, ce sera CH3, c'est triple liaison azote, avec un doublé non-liant sur l'azote. Avec le même jeu précédent, la liaison triple va être décomposée en une liaison réelle qui va rester à cet endroit et deux autres liaisons simples, fictives, pour le carbone et pour l'azote. Donc CIP nous propose la représentation suivante. Donc ça, c'est le fragment réel de la molécule. Et pour la suite, donc pour le carbone, il a encore deux liaisons avec des azotes, qui sont des azotes répliques mis entre crochets. Et pour assurer la trivalence de l'azote, on leur met des fantômes de numéro atomique nul. Et pour l'atome d'azote qui est à droite, eh bien, il lui manque deux liaisons faites avec des atomes de carbone répliques. Et ces atomes de carbone répliques vont être reliés en bout de chaîne à des groupements fantômes de numéro atomique nul. Donc évidemment, ces représentations-là qu'on met sur la droite, d'après CIP, ne correspondent en rien à la molécule réelle, c'est juste une façon de voir les choses pour classer des groupements comportant des doubles liaisons ou des triples liaisons. Donc ça, lorsque vous aurez des carbones asymétriques, c'est quelque chose qui est déjà nettement plus rare, mais ça peut quand même arriver. Donc faites attention de ne pas oublier cette règle-là. Le troisième encadré bleu porte maintenant sur une règle de priorité concernant les cycles. Et on nous dit que si un atome de rang n débute la formation d'un cycle, le cycle est alors décrit comme deux branches linéaires terminées par un atome réplique relié à des groupements fantômes. Pour cela, on coupe mentalement le cycle au niveau des deux liaisons de rang n plus 1. Donc on va illustrer ça sur l'exemple proposé de la du 2-méthyl tétrahydrofurane. La molécule de tétrahydrofurane, c'est un solvant très utilisé en chimie. C'est un cycle à 5 chaînons dans lequel un des fragments CH2 a été remplacé par un oxygène. Du coup, on pourrait appeler cette molécule un oxacyclopropane. Oxa pour préciser qu'on a un oxygène qui remplace un des fragments CH2. Et on nous parle ici du 2-méthyl tétrahydrofurane. Donc si on numérote la chaîne carbonée principale, 1, 2, 3, 4, et bien sur le carbone 2, voici le fragment méthyle. Si on s'intéresse au carbone numéro 2, justement, on s'aperçoit qu'il va porter différents groupements. Un hydrogène, d'une part, le fragment méthyle, et vous voyez que concernant le cycle, eh bien, l'embranchement de droite n'est pas strictement identique à l'embranchement de gauche. Par conséquent, le carbone numéro 2 est un carbone asymétrique. Donc vous voyez, avec cet exemple particulier, que des carbones asymétriques,
ça saute parfois aux yeux et parfois c'est beaucoup plus difficile de les déceler. Encore une fois, on essaye de regarder ce que CIP nous propose. Donc, il va falloir regarder ce qui se passe au rang n+1 et couper mentalement le cycle. Donc, on va remettre d'abord la partie basse de la molécule avec le méthyle et l'hydrogène. Ça, c'est une partie réelle qu'on n'a pas à modifier. Et pour la suite, eh bien, on va décrire le cycle comme deux branchements linéaires au niveau du carbone C2. On va d'abord donc tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Et donc, le carbone C2 va être relié au carbone C1 qui est un C1 de CH2, puis à l'atome d'oxygène. Donc là ici, on a 1. L'oxygène est ensuite relié au carbone C4, lui-même relié au carbone C3. Et vous voyez que ce carbone C3 est ensuite à nouveau relié au carbone C2. Donc là, on invoque un atome de carbone fictif relié à des fragments fantômes. Pour le dernier substituant, celui qui démarre du carbone C3, on décrit cette fois le cycle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc C3, C4, oxygène, C1, là ici, je vais les appeler 3', 4', 1', qui va être relié à un carbone fictif avec des atomes fantômes en bout d'enchaînement. Si on devait classer, tiens, selon CIP, les substituants du carbone asymétrique C2, eh bien, on reprend la méthode de l'arbre de ramification. Le groupement le moins prioritaire, numéro atomique le plus petit, c'est l'hydrogène, il sera tout en bas. Ensuite, les différents fragments restants, eh bien, ils sont plus ou moins substitués, plus ou moins long. Le moins long de tous, c'est le méthyle. Vous verrez avec l'habitude qu'on repère qu'un fragment, lorsqu'il n'est pas très long, il va avoir un ordre de priorité plus faible que les autres. Donc, le groupement méthyle viendra en numéro 3. Maintenant, entre les carbones numéro 1 et numéro 3, eh bien, on doit analyser. Donc, je vais reprendre la numérotation que j'ai mise ici. On a d'un côté carbone C1, de l'autre côté le carbone C3'. Même numéro atomique, on pousse l'analyse au rang n+1. Le carbone C1, le voici, il est relié à un oxygène et à 2 hydrogènes. Le carbone C3', il est là, il est relié au carbone C4' et à 2 hydrogènes. Une fois qu'on a écrit ça, on fait s'affronter le groupement numéro 1 de l'embranchement du haut face au groupement numéro 1 de celui du bas. L'oxygène, numéro atomique 8, l'emporte sur le carbone. Par conséquent, on a l'ordre final d'après CIP. Le carbone C1 sera classé numéro 1, le carbone C3' numéro 2, le carbone méthyle 3 et l'hydrogène numéro 4. Donc cette règle-là, elle est un petit peu coriace à comprendre, et heureusement, on ne vous demandera pas souvent de l'appliquer. C'est très très rare les énoncés de concours dans lesquels j'ai pu voir qu'on avait des carbones asymétriques directement reliés à des cycles. Les deux règles qui finissent le polycopié, eh bien, elles sont très marginales. Elles portent tout d'abord sur la présence de doubles liaisons. Donc si vous avez un carbone asymétrique avec deux embranchements qui se ressemblent très fortement et qui ne diffèrent que par la configuration d'une double liaison, eh bien alors l'embranchement qui contient une double liaison de configuration Z sera prioritaire sur le même quasiment, sauf la configuration de la liaison qui sera de descripteur E. Ensuite, eh bien, lorsqu'on a deux embranchements qui sont quasiment identiques et qui ne diffèrent que par le descripteur d'un carbone asymétrique, eh bien, le fragment dont le descripteur contient un carbone R sera prioritaire sur un fragment contenant un descripteur de carbone S, et s'il y a plusieurs atomes de carbone asymétriques, un fragment RR sera prioritaire sur un fragment SS, lui-même prioritaire sur un fragment SR ou RS, avec évidemment
c'est R et CS qui correspondent aux descripteurs des carbones asymétriques qu'on apprendra à déterminer dans la toute dernière partie de la leçon.